Nous inaugurons maintenant un nouveau format de débat pour nos débats de Medfel. Nous avons appelé ça « Rencontre avec un grand témoin ». Demain, nous serons avec le journaliste Olivier Dauvert. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai presque envie de dire le privilège de recevoir et d'accueillir en votre nom David Jaïs. David Jaïs, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Très heureux d'être là. On ne se connaissait pas avant tout à l'heure, mais déjà nous avons pas mal échangé et je suis très heureux que vous ayez accepté de venir ici à Perpignan, à Medfel. David, vous êtes philosophe, essayiste, vous avez été haut fonctionnaire, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Le dernier s'intitule Le nouveau modèle français. Et vous nous intéressez parce que, d'abord vous êtes brillant bien sûr, mais ça c'est pas suffisant, parce que vous remettez en cause un peu le discours global et permanent sur le déclinisme. Pour vous, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison de pleurer sur le déclinisme. Au contraire, nos racines républicaines, les racines agricoles, mais pas que d'ailleurs, hein, vous constituez ce discours sur l'ensemble de la vie française, vous allez à rebours de cela. Pour vous, ce modèle permet de nous projeter dans le XXIe siècle. Alors on y est déjà depuis 20 ans, mais il reste encore 80 ans. Comment voulez-vous... Alors on a intitulé l'intervention « L'agriculture française à l'heure de la transition compétitive ». Qu'est-ce que vous entendez par cette expression « transition compétitive » ? Alors, la transition, on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que l'agriculture, comme toutes les activités humaines, elle contribue au réchauffement climatique. Elle contribue à l'impact de l'activité humaine sur la planète. Mais je pense que c'est une erreur profonde de l'aborder uniquement en termes de contribution au réchauffement climatique. Donc, l'idée d'une transition compétitive, c'est de dire qu'il ne faut pas simplement imposer des normes, des taxes, des contraintes réglementaires à l'agriculture, mais que nous sommes dans un moment de bascule, un peu comme l'a été 1945, et que nous devons inventer un nouveau modèle agricole, et que ce nouveau modèle doit se construire avec toutes les parties prenantes. En 1945, il n'y a que 15 000 tracteurs dans l'agriculture française. L'essentiel de la traction est assuré par les chevaux et par les bêtes de trait, qui sont 1,5 million. Et en quelques années, l'agriculture française va se transformer en profondeur. Grâce au plan Marshall, on va acheter des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Le nombre de paysans va décroître. Les rendements vont exploser. En 30 ans, le rendement du maïs va être multiplié par 8, celui du blé par 6. Donc on va avoir une révolution productive. On va avoir le remembrement avec l'action des SAFER. On a l'apparition des fournisseurs d'intrants. Et puis, on a ce travail qui va être fait à la fois par de grandes figures du monde syndical comme Michel de Baptiste, les jeunes agriculteurs, les jassistes, et des figures du monde politique. Tout le monde se souvient l'action de Pisani, du ministre Pisani, qui a été un grand ministre de l'agriculture, un compagnon du général de Gaulle. Et donc, tout cet écosystème, finalement, d'acteurs et d'incitation va dessiner un nouveau modèle qui va conjuguer 3 qualités, parce que aujourd'hui on a tendance à le dénigrer, mais il ne faut pas oublier quand même les forces de ce modèle et la transformation profonde qu'il a amenée dans la société française. Première dimension, c'est la productivité, c'est-à-dire qu'on a des rendements qui vont être démultipliés. On sort des polycultures quasiment vivrières qui étaient encore largement le lot commun de l'agriculture française avant la Seconde Guerre mondiale pour aller vers un modèle vraiment productif. Deuxièmement, la sécurité. On a énormément progressé sur la sécurité alimentaire durant ces années-là. Et puis, évidemment, troisième dimension, la souveraineté. C'est-à-dire que le général de Gaulle, qui avait une vision pour l'indépendance de la France, il était soucieux de la souveraineté militaire, de la souveraineté technologique, industrielle, mais aussi agricole. Et ce modèle agricole a été pensé pour assurer la souveraineté. Nous sommes à un moment de bascule. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pas simplement un déluge de taxes ou de contraintes réglementaires comme on le voit trop souvent. Ça, c'est vraiment prendre la question de la transition par le petit bout de la lorgnette et probablement obérer les chances de la réussir dans les temps et dans le consensus. Mais il faut au contraire se demander au seuil de quoi sommes-nous et à l'aune de ce que nous devons réinventer, essayer de construire ensemble un modèle qui ait des ressorts au moins aussi puissants que ce modèle de l'agriculture qu'on a construit dans l'après-guerre. Et je disais tout à l'heure, dans l'après-guerre, c'était
productivité, sécurité, souveraineté. Aujourd'hui, souveraineté, ça reste un impératif quasiment catégorique. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, les tensions sur le cours du blé, les répercussions que ça peut avoir dans la filière de l'élevage. On a des pays entiers comme les pays du Maghreb qui sont aujourd'hui quasiment dans une situation de disette. Donc toutes les solutions qui conduisent à une baisse drastique de la production, comme le projet actuellement From Farm to Work, ne me paraissent pas tout à fait satisfaisantes de ce point de vue-là. Alors, oui, on reviendra sur Farm to Fork, mais continuez. Donc, je disais souveraineté, bien sûr, transition écologique, parce qu'effectivement, l'agriculture contribue, comme toutes les activités humaines, au réchauffement climatique et à la dégradation de nos conditions environnementales. Donc, il faut aller vers une agriculture qui soit plus régénérative, plus respectueuse du vivant, mais sans entrer dans une guerre des labels ou des modèles. Au contraire, construire un chemin d'amélioration continue qui puisse embarquer tout le monde. Et je le dis notamment à l'attention des investisseurs, il ne faut pas tomber dans la logique qui est un peu celle de la taxonomie européenne aujourd'hui. Vous savez, ces règles qui déterminent quels sont les actifs qui contribuent positivement à l'environnement et ceux qui, au contraire, contribuent négativement. Il n'y a pas ce qui est bon en soi ou vertueux en soi et ce qui est mauvais ou vicieux en soi. Il faut plutôt récompenser les chemins d'amélioration. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives, d'accompagner toute la chaîne de valeur dans une mutation du modèle vers le mieux-disant environnemental. On pourra revenir là-dessus. Et puis l'exigence de sécurité, évidemment, elle reste aussi essentielle. Donc aujourd'hui, je dirais souveraineté, sécurité, transition et assurer aux agriculteurs les moyens de vivre décemment, parce que c'est une profession qui est fort mal rémunératrice. Vous savez que le revenu médian d'un agriculteur, c'est 952 € par mois. Alors il y a évidemment énormément de disparités d'un terroir à l'autre, d'une filière à l'autre, mais c'est pas décent de se dire que ces gens qui sont au fond dans un service essentiel, puisqu'ils nous nourrissent, soient aussi mal considérés par la société et soient aujourd'hui en plus la cible de toutes les attentions malveillantes et de toutes les attaques. Moi je crois qu'il faut au contraire redonner du lustre et se tirer collectivement vers le haut. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut revenir. Déjà le modèle agricole que vous avez rapidement esquissé, celui des années 50-60, s'est traduit quand même, malgré tous les succès que vous avez évoqués, s'est traduit par un écartement, un éloignement de la majorité de la population française du monde agricole. Le français, et aujourd'hui on le voit tous les jours, le français ne connaît plus son agriculture. Il a une image nostalgique, passéiste, on l'appelle comme on veut, et ça explique aussi beaucoup des difficultés du monde agricole aujourd'hui. Le grand paradoxe de la révolution agricole, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'est accompli dans les années 50 et 60, c'est que on a démultiplié l'efficacité et les rendements, donc on n'a jamais aussi bien assuré la fonction nourricière, mais en même temps on a éloigné l'agriculture du contrat social. Je vous rappelle que ce n'est qu'en 1931 que la population urbaine devient plus importante que la population rurale en France. On a toute une civilisation paysanne qui est constitutive de l'identité de ce pays, avec des savoir-faire qui sont parfois millénaires. Et cette civilisation, c'est ce qu'expliquait très bien le sociologue Henri Mandras, dans justement un livre tristement intitulé « La fin des paysans », cette civilisation millénaire, elle a un peu disparu avec la modernisation des années 50 et 60. Et vous savez, à cette époque, la grande mode, c'est de se représenter l'aménagement du territoire comme on divise le travail à l'intérieur d'une grande industrie. Le Fordisme, le Taylorisme sont à la mode. Et donc on spécialise les régions françaises, les territoires français. L'agriculture devient l'atelier de la France. Il y a une très belle description de la ferme moderne dans Les Choses de Georges Perec, où on voit que le paysan traditionnel devient un chef d'entreprise, un exploitant qui fait de la comptabilité, qui tient des registres, etc. Donc il y a un changement de culture complet, mais en même temps on éloigne en quelque sorte la production de la vie sociale, du contrat social. On va avoir un développement évidemment en amont et en aval d'oligopoles, que ce soit les fournisseurs d'intrants, de produits phytosanitaires, de matériel agricole. En aval, on va avoir le développement à la fois de la transformation alimentaire et de la distribution. Ces oligopoles vont faire peser des relations assez asymétriques sur les producteurs, parce que la France est restée, contrairement aux États-Unis, sur un modèle de ferme intermédiaire. On n'est pas sur des giga-exploitations, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et en réalité, l'agriculture va petit à petit sortir du contrat social. Et pour moi, une des
une des conséquences les plus désastreuses de ça, c'est cette acceptation collective qu'on doit payer la nourriture le moins cher possible. C'est-à-dire qu'on doit écraser absolument dans le budget des ménages les prix de la nourriture pour pouvoir consommer d'autres choses. Alors dans les années 60, c'était tout l'équipement industriel, électroménager. Aujourd'hui, c'est le logement, c'est les services. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne me paraît pas, une vérité éternelle que l'alimentation de qualité, de proximité, doit être toujours au plus bas prix possible. En tout cas, c'est quelque chose qui doit au moins pouvoir se discuter. Et c'est le signe de la mainmise aussi d'une autre partie de la chaîne de valeur qui est celle de la distribution, avec ces slogans que vous connaissez par cœur, lutter contre la vie chère, chère à Monsieur Leclerc, etc. Moi, je crois que nous entrons dans une nouvelle phase, et dans cette nouvelle phase, il faut définir un nouveau partage de la valeur. Un nouveau partage de la valeur entre tous les acteurs de la chaîne. Moi, je plaide pour un rééquilibrage. Donc, il faut des modèles économiques pour les agriculteurs qui soient plus satisfaisants. Des alliances entre agriculteurs et investisseurs, comme le fait la Compagnie des Amandes, par exemple. Mais pourquoi pas découpler le foncier de l'exploitation? Pourquoi pas structurer et faire grossir les associations de producteurs? Enfin, il y a plein de solutions possibles pour rééquilibrer le rapport de force à l'intérieur de la chaîne de valeur. Mais il faut aussi qu'on ait le courage de dire que si on veut manger dans la proximité, dans la qualité, dans la traçabilité, dans la transition environnementale, il faut qu'on accepte de manger, de payer un petit peu plus cher des produits qui seront de bien meilleure qualité et qu'on consommera peut-être en moins grande quantité. Alors avant de continuer, vous avez, quand vous étiez toujours sur le modèle des années 50-60, vous avez dit un gros mot. Vous avez dit productivité. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot. Hein. Si, aujourd'hui, pour une grande partie du public, vous voyez où je veux en venir, le productivisme, on n'arrête pas de n'importe quel, même la Commission européenne a décidé que à 100 vaches ou 150 vaches, on était une agriculture industrielle. Alors que nous sommes en France, en Europe et en France encore plus, nous sommes des nains mondiaux en agriculture. Nos agricultures restent des agricultures à modèle familial, c'est-à-dire dont le capital est possédé par l'exploitant. Et de taille intermédiaire. Et pourtant, cette image-là colle à la peau des agriculteurs français et ils en souffrent parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire traiter de productivistes, d'industrialistes. Comment expliquez-vous cela ? Moi, je pense que c'est un terme qui s'est imposé, mais qui a une valeur polémique, plus qu'une valeur objective. Si vouloir avoir des rendements, assurer la souveraineté alimentaire, assurer des revenus décents aux agriculteurs, c'est être productiviste, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une insulte. Non, moi, je pense que ce qu'il faut chercher à faire, c'est à réconcilier justement la performance environnementale et la performance agricole, la performance productive en quelque sorte de l'agriculture. Ça passe évidemment par un changement de système socio-technique, par des investissements, par des changements de procédés. Mais si vous voulez, c'est pas en opposant les uns et les autres qu'on va construire ce nouveau modèle agricole. Il faut au contraire essayer d'écrire cette histoire ensemble. Et surtout, moi, je suis toujours sidéré de voir des écologistes urbains de salon dont la contribution à l'agriculture a surtout été de faire pousser quelques poireaux sur le balcon d'un immeuble haussmannien à Paris, donner des leçons à l'agriculture en expliquant qu'il faudrait faire ceci ou cela, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Moi, ce qui m'inquiète en réalité, c'est qu'on aille vers une espèce de scission entre une agriculture très fortement capitalistique qui va de plus en plus se concentrer pour plein de raisons, et en particulier parce qu'on a d'énormes problèmes de transmission. Je vous rappelle que d'ici 10 ans, un agriculteur sur 2 aura quitté son activité. Et de l'autre, des petites expériences individuelles, plus ou moins couronnées de succès, de permaculture ou d'agriculture biologique, mais qui restent totalement en dessous de l'échelle, en quelque sorte, et qui n'ont pas cette vocation à assurer la souveraineté alimentaire. Non, ce qu'il faut, pour éviter cette dérive des continents, ce divorce en quelque sorte entre deux mondes qui ne se comprennent plus, qui se regardent en chien de faïence, dans lesquels même il peut y avoir de la violence, comme on l'a vu récemment avec le saccage d'installations d'irrigation dans le Poitou. Si on veut sortir de cette... Ou l'attaque d'un train en Bretagne. Ou le déraillement d'un train de céréales en Bretagne. Si on veut sortir de ces schémas-là, de conflictualité, il faut absolument qu'on œuvre ensemble à la construction d'un nouveau modèle agricole qui soit, pour moi, c'est ce que j'appelle dans mon livre le pacte de la triple valeur. La valeur économique, la valeur environnementale et la valeur sociale. Et il faut qu'on arrive à repenser toute notre chaîne de valeur, toute notre armature juridique, tous nos schémas d'investissement à l'aune de ce pacte de la triple valeur. Il faut qu'on soit des visionnaires, comme De Baptiste et Pisani avaient su l'être dans les années 60, mais il faut qu'on le soit
à l'aune des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, souveraineté, transition écologique et énergétique, et puis continuer à assurer un revenu et un modèle économique décent aux agriculteurs, voire même, parce que je ne parle pas que de la transmission, donner envie aux jeunes générations, parce qu'on sent qu'il y a aujourd'hui une curiosité, un retour à la terre, donner envie à des jeunes gens qui viennent pas forcément de cet univers de s'impliquer dans cette aventure sans en minimiser la difficulté, parce que agriculteur, c'est pas les 35 heures, hein, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors comment fait-on pour remettre l'agriculture, selon votre formule, au cœur du contrat social? Il n'y a plus que 400 000 et quelques agriculteurs. Il y en a moins que ça en réalité maintenant. C'est le dernier recensement agricole. Je me faisais la réflexion, c'est moins que le nombre de visiteurs au salon de l'agriculture sur une semaine. Donc les agriculteurs, ils sont aussi épuisés. Ils peuvent plus tout assumer. On leur demande de faire de la sécurité, du prix, de la quantité. Et alors si en plus il faut qu'ils fassent de la communication, ce qu'ils devraient faire bien sûr, mais il n'y a pas un autre métier à qui on demande autant. Oui, et puis surtout, il y a ce sentiment que toutes les javelines pleuvent sur eux, on ne fait que peser que des contraintes, on a le sentiment d'être mal aimé par une partie de la société, alors qu'on remplit la fonction vivrière, nourricière la plus essentielle. C'est tout l'inverse, il faut changer complètement de méthode. Il y a Arnaud Montebourg qui est là, que je suis très heureux de voir ici, mais c'est comme ce qu'on a fait pour l'industrie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment construire une équipe de France autour de l'agriculture pour réinventer ce modèle économique. Et dans cette équipe de France, il y a les pouvoirs publics, bien sûr, mais il y a aussi les investisseurs qui ont un rôle à jouer. Il y a tout un système d'incitation à construire. Et ça, aujourd'hui, je regrette qu'on ne soit pas à cette maturité de réflexion. Aujourd'hui, on est surtout dans des réflexions très dogmatiques, très descendantes, très réglementaires, très normatives. Et on n'est pas du tout dans une réflexion, justement, en termes de comment est-ce qu'on fait collectivement évoluer notre modèle pour nous tirer tous vers le haut. Si on n'engage pas rapidement cette réflexion, c'est vraiment une urgence vitale, là, ça devient critique. On va aller vers le pire, on va aller vers le divorce dont je vous parlais tout à l'heure, et on va aller vers la violence. Parce que l'ambiance dans certains mondes ruraux est déjà en train de se dégrader très sévèrement, hein. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de souveraineté alimentaire, vous le rappelez, la crise sanitaire l'a révélé. Confier notre alimentation à d'autres est une folie, disait le président de la République à l'époque. La crise ukrainienne, hélas, le rappelle à nouveau. L'Union européenne la Commission européenne a mis, je crois, 10 à 15 jours à réfléchir sur son projet de geler 5 millions d'hectares de terres agricoles. Parce que l'Ukraine et la Russie ne pourront plus fournir, mais elle a mis 10 jours et elle n'a fait que geler. Or, geler 5 millions d'hectares dans un monde qui a faim, c'est une folie. Oui, complètement. Et je pense qu'on va complètement redimensionner ce projet à la lumière de ce qui se passe en Ukraine. Mais je pense qu'il faut que les mondes agricoles se prennent en main. J'étais récemment à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne qui a fait un travail absolument remarquable. Ils ont construit 5 scénarios très disruptif pour essayer d'imaginer ce que pouvait devenir l'agriculture bretonne en 2040. Donc il y a le tout végétal, il y a le tout circuit court, il y a on reste dans les marchés mondiaux et on continue à subir les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, il y a 5 scénarios un peu de rupture. Évidemment, aucun scénario ne va se produire tel quel, c'est un exercice de prospective. Mais c'est extrêmement intéressant de le faire à l'échelle d'un terroir. Parce qu'en France, on a une multiplicité de terroirs qui ont leurs spécificités, d'essayer de se projeter finalement à la lumière de tous ces changements, de toutes ces transitions, de tous ces défis, pour essayer de construire en fait ensemble le modèle dont on veut. Je veux dire un mot sur la souveraineté aussi. Moi, je suis très attaché à la souveraineté nationale. Il faut faire attention à ce qu'on n'abuse pas du mot à toutes les échelles, parce qu'aujourd'hui, on veut faire de la souveraineté alimentaire au niveau local, projet alimentaire de territoire, on veut la faire au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. La souveraineté des uns fait la dépendance des autres. C'est-à-dire que si on commence à se dire que toutes les villes ou toutes les régions vont être en situation d'autonomie ou de souveraineté alimentaire, ça veut dire que ce qu'on aura gagné en autonomie au niveau infranational, on va le perdre au niveau national. Ce qui a longtemps et aujourd'hui encore fait la richesse de l'agriculture française, c'est son immense diversité et sa spécialisation régionale, sectorielle. Il faut qu'on fasse évoluer, on ne pourra pas rester sur le primat de l'élevage en Bretagne, par exemple. On va devoir diversifier. Dans la filière céréalière, on va devoir diversifier les cultures avec des cultures plus rares, en quelque sorte. Mais
on ne pourra pas, si vous voulez, passer d'un système où on garantit la souveraineté alimentaire au niveau national à un système où on va reconstituer artificiellement des petites îles d'autonomie alimentaire au niveau local. J'avais vu par exemple que la mairie de Paris voulait assurer l'autonomie alimentaire de la ville de Paris par de l'agriculture urbaine. Ça, c'est de la fumisterie. Il y a une adjointe dédiée à cela. Voilà, ça c'est de la fumisterie totale. Ce qu'il faut construire, c'est les complémentarités justement avec les mondes ruraux. Paris a fait un accord de réciprocité avec le département de Lyon, par exemple, qui est un peu le grenier en matière de légumes, notamment pour la ville de Paris. C'est plutôt ces complémentarités-là qu'il faut construire à l'échelle du territoire français. Parmi les autres gros mots pour les donneurs de leçons à l'agriculture, vous ne l'avez pas prononcé encore celui-là, c'est l'exportation. On reproche, pendant longtemps, on parlait de la vocation exportatrice de l'agriculture française. Maintenant, on le lui reproche. Or, on ne peut pas avoir une souveraineté alimentaire sans exportation et sans importation. D'abord, il faut souligner que les parts de marché de l'agriculture française ont considérablement chuté. Elles étaient de 8% en 1980, elles sont autour de 3,5-4% aujourd'hui. Donc on est dans la dégradation de la balance courante française. Elle s'impute aussi dans l'agriculture qui était pourtant considérée comme une zone de force de l'économie française. Moi je considère que l'agriculture est effectivement un des univers les plus mondialisés. Il y a du bon et du mauvais en quelque sorte. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions de régulation pour éviter de tomber dans l'ornière de la spéculation, dans le trading qui organise la rareté, qui spécule et qui fait monter artificiellement les prix. Vous savez qu'il n'y a que, dans le domaine des céréales par exemple, il n'y a que 3 ou 4 grands opérateurs, dont Cargill, Louis Dreyfus, qui contrôlent 80% des opérations de trading de céréales et qui ont des conséquences très importantes sur la variation et la fixation des prix, y compris dans des périodes comme celle de la guerre en Ukraine. Mais si vous voulez, moi je pense que l'agriculture française doit conserver sa vocation à l'export. Il y a des réussites absolument exceptionnelles et il faut continuer à défendre pied à pied notre modèle agricole et notre compétitivité qui s'est assez grandement érodée. Pour ça, il y a quelque chose qui me paraît absolument essentiel à l'aune de la transition compétitive, c'est les clauses miroirs. C'est-à-dire que on doit faire cette transition et parfois ça passe effectivement par des réglementations un peu contraignantes. Mais il ne faut pas que ça équivale à se tirer une rafale de mitraillette dans le pied. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en situation de distorsion, de concurrence avec des pays moins 10 ans. Et donc la question des clauses miroirs me paraît absolument essentielle dans la discussion du prochain cadre agricole. En 2 mots, la clause miroir, c'est dans la future PAC, espérons-le, mettre à l'importation des barrières qu'on s'est mis dans la zone européenne. N'importons pas l'agriculture que nous voulons pas. Y compris hors prix. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réglementations. On parlait tout à l'heure de la sortie des emballages plastiques pour la filière pommes de terre. Les fruits et légumes frais. Voilà, des fruits et légumes frais en général. Il faut que le coût de cette réglementation puisse peser aussi sur nos importations. Alors, sauf que là, pardon d'être technique, mais sauf que là, on est dans du franco-français, on n'est même pas dans l'européen. Donc, on ne pourra même pas l'imposer ni aux autres partenaires européens et encore moins aux partenaires mondiaux. C'est là que je pense que nous devons, alors ça dépasse largement notre conversation, mais il faut aller vers une redéfinition des règles du jeu commercial. Alors, on sort d'une période électorale intense, et puis on y re-rentre tout de suite, mais le débat présidentiel finalement auquel nous avons assisté, pour des tas de raisons, la pandémie, la crise ukrainienne, mais finalement l'agriculture, il en a été peu question. Pas du tout même. Et que faut-il en penser? Que doit-on attendre de... Moi je suis absolument consterné par le niveau du débat présidentiel qui vient de se dérouler. Parce que je considère que les 2 grandes questions qui nous attendent, si on veut reconstruire un contrat social, et c'est de ça qu'il est question. Quand on voit le résultat de l'élection présidentielle, on voit une France fracturée, divisée, avec des parties entières de la population qui se regardent en chien de faïence. Donc l'enjeu, à un moment, ça va être de réconcilier les Français. La réconciliation, ça ne se décrète pas, et même une réforme des institutions n'y suffirait pas, même si je pense qu'il faut faire une réforme des institutions. Il faut retrouver un élan collectif autour d'un projet productif et d'un projet collectif. Les 2 mamelles, si j'ose dire, de ce projet, c'est évidemment la transition énergétique,
parce que 83% des énergies que nous consommons aujourd'hui dans le monde sont d'origine fossile. Nous allons devoir aller vers le 0% d'énergie fossile d'ici 2050. Et l'autre dimension, c'est la transition agricole. Tout à l'heure, je disais qu'après 1945, on avait sorti la question de l'agriculture du contrat social. C'est intéressant parce qu'il s'est passé la même chose avec l'énergie. Quand le pétrole a remplacé le charbon comme énergie centrale du fonctionnement de l'économie française, le pétrole, il est sorti complètement du champ de vision des Français, puisque le pétrole, on le prélève au Moyen-Orient, on le fait circuler dans des pétroliers, et puis en France, on n'a que des terminaux de distribution. Donc on n'a plus la question de la production. On n'a plus les conflits sociaux qui peuvent se dérouler sur les lieux de production comme on l'avait dans la mine au 19e siècle. Songez à Germinal. Et on a écrasé les prix. Donc la grande affaire de la modernisation d'après-guerre, ça a été d'écraser les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation et de les rendre invisibles pour pouvoir se consacrer complètement à l'industrie de masse. La grande affaire, me semble-t-il, de l'époque qui s'ouvre, c'est justement de remettre et l'énergie, la transition énergétique, et l'agriculture, le nouveau modèle agricole, au cœur de notre pacte économique et de notre pacte social en acceptant un nouveau partage de la valeur. Parce que quand je dis transition énergétique, je ne dis pas simplement 4 éoliennes par-ci par-là, un méthaniseur et 3 panneaux photovoltaïques. Je dis que toute la réindustrialisation de la France va avoir pour colonne vertébrale la révolution énergétique. Parce que quand on va installer des centaines de milliers d'éoliennes offshore, quand on va relancer les EPR, quand on va construire des systèmes d'optimisation de l'irrigation dans l'agriculture, c'est des procédés industriels qui sont liés à la transition et qui sont créateurs d'emplois, qui sont créateurs d'activités, la gestion de l'intermittence, la répartition de la charge pour l'électricité décarbonée, la mobilité électrique, les bornes de recharge, et puis tout ce qui touche à la révolution agronomique. Bien sûr, il y a des recherches en ce moment dans le domaine des protéines végétales, des insectes qui sont extraordinaires, qui sont menées au Génopole d'Evry par exemple, qui sont de la R&D absolument extraordinaire, qui débouchent sur des petites pépites françaises. Je veux dire, la réindustrialisation de demain, elle ne va pas se faire au détriment de l'énergie et de l'agriculture qu'on va cacher comme le saint dans la pièce de Molière. Elle va s'articuler justement à cette nouvelle économie que moi j'appelle dans mon livre l'économie du bien-être, mais que d'autres comme Pierre Velt sont appelés l'économie désirable, c'est-à-dire une économie qui reconnecte en quelque sorte avec la santé, avec le bien-être des populations et avec l'environnement. Alors, avant de nous tourner vers le public, voir s'il y a des réactions ou des questions, je voudrais quand même qu'on termine pas sans évoquer la question du prix et du revenu de l'agriculteur. Vous l'avez dit en début, c'est vraiment le point central. Si on est à 400 000 ou moins de 400 000 agriculteurs, si le métier, même s'il fait envie, tout le monde n'y rentre pas et beaucoup en sortent, c'est parce que la rémunération n'est pas là. Et la rémunération n'est pas là parce que on va citer personne, on ne veut pas payer le juste prix du produit alimentaire. Et vous avez dit l'essentiel, il faut arrêter de se voiler la face. Cette histoire d'écrasement des prix, il faut que le consommateur accepte de s'effacer un peu derrière le producteur et donc derrière le citoyen. Parce qu'il y a une schizophrénie, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut manger de la qualité, de la proximité, de la traçabilité, de la transition écologique, mais on veut continuer à payer le prix des kiwis en provenance du Pérou qu'on paye par barquette entière chez Lidl. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir de cette hypocrisie. Donc il faut que, ça ne veut pas dire faire exploser les prix, parce que ça, c'est pas possible. Mais il faut que le consommateur, c'est une question de civisme, accepte d'être un petit peu plus dans une logique aussi de citoyen et de producteur. Évidemment, il ne faut pas que ça pèse sur les catégories les plus modestes, donc il faut trouver des solutions. Pourquoi pas une sécurité sociale alimentaire, pourquoi pas... Il y a plein de choses qui peuvent être inventées, mais il faut rémunérer décemment. Rémunérer décemment, ça veut dire un nouveau partage de la valeur. Ça veut dire aussi s'attaquer à ces oligopoles. Parce que en fait, les producteurs, les stockeurs, tous ceux qui sont au milieu de la chaîne de valeur, ils sont écrasés par des gigantesques monopoles en amont et en aval, qui, souvent sous le paravent de la lutte contre la vie chère, on pourrait presque verser une larme en pensant que ce sont des ONG qui se battent pour le bien-être des populations, captent en fait indûment une partie de la marge. Donc il y a tout un contrat social à reconstruire autour d'une juste répartition des choses. Ça serait trop technique et on n'a pas le temps, mais il y a aussi plein de propositions qui ont été faites pour faire évoluer le statut juridique ou le statut financier. Alors je lisais justement le livre de la Compagnie des amendes, des solutions d'associations, Deux fois que vous la citez. investisseurs
producteurs, je trouve que c'est des solutions intéressantes. Oui, je dis ça parce que je le lisais avant de venir. Et puis il y a aussi, à mon sens, l'idée de l'entreprise à mission. Vous savez, la loi Pacte a construit ce concept d'entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est pas juste un concept, c'est une réalité juridique qui peut donner accès à certains financements, notamment ESG, qui vont quand même augmenter très fortement dans les années qui viennent, et qui oblige aussi, dans le cadre des relations commerciales bilatérales, les partenaires, les prestataires, les fournisseurs, à un certain nombre d'obligations. Et donc, je pense que ça fait partie des évolutions sur lesquelles il faut travailler si on veut rééquilibrer la valeur entre tous les maillons de la chaîne. Allez, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'interpeller, de commenter David Jay? Sinon, nous, on continue, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Non, on continue. Sur le prix, vous aurez le droit de reprendre la parole. Sur le prix, la plupart du temps, c'est une histoire de centimes. C'est-à-dire que la survie économique d'une exploitation agricole, c'est une histoire de centimes sur le kilo de tomates, sur la tranche de jambon blanc, etc. C'est ça qui est terrible. Donc comment ne peut pas sortir de cela? On a eu l'histoire de la baguette à 29 centimes il y a 2 ou 3 mois. C'est quelques centimes, même le consommateur le plus modeste, il peut mettre 2 centimes de plus sur une tranche de jambon de York. Il y a la question du juste prix, il y a les relations avec les fournisseurs et avec les industries de transformation et la grande distribution. Et puis il y a un autre élément important qui est que les agriculteurs de plus en plus vont devenir producteurs d'énergie. Alors il faut faire très attention à ça parce que aujourd'hui, il y a un discours qui consiste à dire on va utiliser l'énergie pour continuer le dumping sur les agriculteurs. C'est-à-dire qu'au fond, comment on va vous mettre un méthaniseur et 3 panneaux photovoltaïques, on pourra continuer à vous payer des miettes. Non, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour qu'il y ait un modèle véritablement rémunérateur parce que le premier métier d'un paysan, c'est quand même de nourrir les hommes et ça ne changera pas. Mais ensuite, il faut trouver des compléments et que ces compléments, ce ne soit pas du dumping. Et dans les compléments, il y a les services environnementaux, plantation de haies, les zones humides, l'entretien des sols, la régénération. Bon, c'est des choses qui doivent pouvoir, puisqu'on a décidé de mettre un prix à la nature, il faut pouvoir les rémunérer. La séquestration du carbone, en ce moment on est en train de construire un marché du stockage de carbone dans l'agriculture française, c'est des outils qui sont intéressants et qui doivent être explorés. Et puis à côté de ça, il y a la production, le stockage d'énergie. Donc il y a les méthaniseurs évidemment, il y a aussi le photovoltaïque qui est intéressant. Et là, il faut qu'on stabilise un peu le modèle réglementaire, le modèle économique, parce qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de contentieux, on a beaucoup de relations asymétriques aussi. Et il faut qu'on arrive en fait à se structurer et à s'organiser. Et ça ne pourra pas le faire sans le concours d'une forme de planification. Et quand je dis planification, ça ne veut pas dire imposer de manière verticale, mais ça veut dire concerter et regarder le temps long. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait de manière trop erratique, dans des deals presque au coup par coup, avec beaucoup d'échecs. Je ne sais pas si vous êtes penché sur cette question. Donc il y a quelque chose à inventer du côté aussi de la production et du stockage de l'énergie comme source de revenus complémentaires. Je crois qu'il faut au minimum 3 ans pour construire un méthaniseur agricole en France contre quelques mois dans un pays comme l'Allemagne. Oui, parce qu'on a toute une série d'autorisations environnementales, exactement. Etc. Toujours pas de réaction. On va s'acheminer vers la conclusion. Il y a une question. Ah, pardon, excusez-moi. Jean-Pierre, s'il te plaît. Vous vous présentez, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, Betty, agronome. Donc là, vous proposez des idées, un projet politique. Moi, je suis au niveau d'un petit territoire et je me pose la question, comment on transforme les idées, les envies en feuilles de route concrètes? C'est-à-dire, on est sur l'incitatif, c'est bien, mais comment on prend les gens par la main, on leur donne envie de vraiment s'impliquer là-dedans? Je ne sais pas si vous avez des propositions sur ce sujet-là. C'est une question redoutable que vous posez parce que, en fait, je pense qu'il y a l'enjeu macro, mais ça ne marchera pas si ça ne se fait pas à l'échelle de chaque terroir parce que chaque terroir a aussi ses spécificités, donc ça doit être très décentralisé. Mais ce qu'il faut qu'on soit capable d'organiser, je ne sais pas comment ça doit se décliner concrètement, mais il faut qu'on organise en quelque sorte les assises de l'agriculture et ça permettrait de le remettre dans le contrat social.
à l'échelle de chaque territoire, à l'échelle presque de chaque bassin de vie. Et dans ces assises-là, on aurait à la fois, bien sûr, les agriculteurs, on aurait tous les participants à la chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure, mais on aurait aussi les citoyens, puisque les citoyens sont des consommateurs. Ne serait-ce que parce qu'ils mangent, ils sont des parties prenantes. Et on pourrait essayer de construire en fait une feuille de route locale qui s'adapte aux spécificités du territoire, mais qui soit en déclinaison en quelque sorte d'un modèle macro qui reste encore assez largement à établir. Mais pour ça, il nous faut des gens visionnaires, à la fois dans le monde politique, c'est pas toujours le cas, dans le syndicalisme agricole aussi. C'est pas toujours le cas. Il faut, voilà, moi je crois beaucoup aux personnes. De Baptiste Pisani, c'était quelque chose quand même. Même s'ils se sont engueulés, ils n'étaient pas d'accord sur tout, etc. Mais il y a c'est des volontés qui se rencontrent. Il faut qu'on arrive à recréer cet accord de volonté. Et puisque vous êtes agronome, le concours de la science, évidemment, des instituts de recherche, de l'INRAE, de tous les instituts de recherche appliqués qui sont aussi financés par les interprofessions ou par les filières, va être absolument déterminant, puisque la transition environnementale, l'agriculture du vivant, c'est une agriculture qui n'est pas une agriculture chamanique, comme on le lit parfois sous la plume de certains qui délirent, où on croirait que c'est presque la danse de la pluie, mais c'est une agriculture qui, au contraire, plus qu'aucune autre, est appuyée sur la science, la connaissance des sols, la connaissance du vivant. Et donc le concours de l'agronomie et de toutes les sciences de la terre sera absolument essentiel dans ce changement de modèle. L'une des difficultés, avant que la prochaine question se prépare, c'est que la science, elle aussi, est remise en cause depuis quelque temps dans un pays comme la France. On l'a vu avec la polémique sur les vaccins, on l'a vu avec le rejet de la chimie. La science est remise en cause. Alors je ne mettrai pas les vaccins et la chimie sur le même plan, parce que on peut se poser des questions sur la chimie sans tomber dans la caricature, et on peut faire mieux, je pense. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans un moment un peu inquiétant où un fait équivaut à une opinion. Et donc, puisque j'ai accès à Wikipédia, je peux donner mon avis, être épidémiologiste, savoir tout sur tout. Bon, il faut qu'on redonne de l'autorité à la science. Voilà, et ça, ça dépasse encore largement le cadre de notre discussion, mais c'est un des grands chantiers aussi des années à venir. Comment est-ce que on réapprend à différencier ce qui relève de l'opinion et de la conversation presque de comptoir de ce qui est une vérité qui repose sur une méthode scientifique, avec ses standards, sa rigueur, et qui ne peut pas être discutée de la même manière que l'est une opinion. Une dernière remarque, question, réaction avant de conclure. Oui. Dans mon petit village, on essaie de mettre en place une commission extra-municipale agricole. Mais il se trouve que la première réunion, c'est vraiment une grosse défiance de la profession agricole vis-à-vis des élus qui est mis en place. Entre-temps, on a 6-8 mois qui se déroulent parce que la lourdeur de l'institution qui met du temps à se mettre en place. Et à la deuxième réunion, on a une division par 2 de l'effectif de participation des agriculteurs. Donc comment on fait pour assouplir les institutions, ouvrir et redonner confiance en fait à la profession agricole, que les institutions sont là pour eux en fait. Enfin, est-ce qu'ils sont réellement là pour eux? Ce que vous voulez dire, c'est que finalement le dialogue est tellement rompu depuis longtemps qu'il va être long à remettre en marche. Mais si on ne commence pas, on ne le fera jamais. Il faut commencer, il faut être audacieux, il faut être souple. L'idée de la commission extra-municipale, c'est une excellente idée parce qu'on travaille un peu en dehors. Parce que moi, ce que je reproche au monde politique aussi, c'est qu'il est nombriliste, il est clos sur lui-même. Or, pour construire des changements dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'agriculture, il faut qu'on embarque les mondes industriels et les mondes agricoles. Et que ça ne soit pas juste d'ailleurs des discussions entre le ministère de l'Agriculture et la FNSEA. Il faut que dans les territoires, il faut que toutes les parties prenantes puissent vraiment y parler. Donc il y a toute une architecture de la construction de la politique publique et de la décision qui doit être complètement réinventée et rebâtie. Et c'est un peu une course contre la montre. Moi je viens d'un département rural, le Lot-et-Garonne, qui est très varié en matière d'agriculture. Et je vois dans les villages que je connais par cœur, où le vote Le Peniste d'ailleurs franchit des sommets, dans ces villages, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Par exemple, aux dernières élections municipales, pour la première fois, on avait 2 listes. Alors qu'avant, vous savez, il y avait toujours une liste avec un peu tout le monde.
Là, il y a deux listes, il y a les néos et les archéos, si vous me pardonnez l'expression. Ça, c'est inquiétant, parce qu'en fait, c'est deux mondes comme ça qui se comprennent de moins en moins, qui se font face, Qui se parlent plus. qui se parlent plus, et donc il y a une course contre la montre entre cette dérive des continents, il faut pas mettre la poussière sous le tapis sur ce sujet, et la prise de conscience de plus en plus forte qu'on doit changer de modèle et qu'on n'y arrivera que par la coopération, le dialogue et la construction de solutions tous ensemble. Et ça, c'est un truc dans lequel nous, Français, ne sommes pas toujours très performants. On a une forme de romantisme politique qui fait qu'on aime beaucoup s'opposer, contester, et on n'est pas assez scandinave, alors que pour faire ces transitions, on va avoir besoin d'être un peu plus scandinave, un peu plus coopératif et un peu plus dans le compromis. Il faudra mettre beaucoup de pédagogie pour que les gens réapprennent à se parler. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, je revenais sur le concept de citoyen consommateur que vous n'avez pas opposé mais mis en parallèle tout à l'heure. Est-ce que vous avez un exemple d'un pays en Europe ou ailleurs dans le monde où les deux se rejoignent? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment quand même qu'en France, chacun dans sa salle de bain tout seul est un citoyen, mais quand il est dans un magasin, il devient un consommateur. Et que la réconciliation des deux, elle est difficile. Et par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, pour beaucoup de gens, 2 centimes de plus, c'est trop. Et c'est peut-être trop par décret auto-déclamé. Mais voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que ma question est claire? Elle est parfaitement claire et elle est extrêmement importante. Vous savez, avant 1945, l'alimentation, ça représentait presque 45% du budget des ménages. Alors en économie, il y a ce qu'on appelle la loi d'Angèle, c'est-à-dire que plus une économie se développe, plus la part de l'alimentaire baisse, et c'est normal parce que on achète des produits manufacturés et puis ensuite on achète des services de plus en plus sophistiqués. Et aujourd'hui, quand vous regardez la répartition des dépenses d'un ménage, l'alimentation s'est effondrée, l'énergie s'est effondrée, et les produits manufacturés se sont effondrés aussi à cause de la mondialisation. Et donc mécaniquement, ça entraîne l'augmentation de quoi? De tous les services. Donc le logement, par exemple. Vous voyez, on pourrait questionner pourquoi est-ce qu'on paye aussi cher pour le logement et aussi peu cher pour l'alimentation. C'est des questions qu'on se pose jamais. Et ces questions, si on ne se les pose pas, elles vont nous revenir en boomerang dans la figure. Parce que regardez ce qui se passe en ce moment entre les prix des matières premières qui augmentent, les prix de l'alimentation, notamment le cours du blé qui augmente avec la guerre en Ukraine, et surtout les prix de l'énergie. Je vous rappelle que l'essence aujourd'hui est à 2 € le litre. Quand les gilets jaunes se sont déclenchés, c'était 1,45. Donc on revient de toute façon dans un monde inflationniste, un monde de pénurie, dans lequel le prix de l'alimentation, le prix des matières premières et le prix de l'énergie va augmenter à nouveau. Donc soit on fait rien et on va se prendre des baffes dans la tronche, si vous me pardonnez l'expression, de plus en plus violentes, soit on décide d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on privilégie, quel est le pacte de la valeur. Et donc, je veux dire, le budget d'un ménage n'est pas élastique. L'idée, c'est pas de les faire s'endetter ou de faire augmenter forcément leur budget, mais c'est à l'intérieur d'un budget de 100 €, comment est-ce qu'on répartit ce budget? On paye le logement trop cher en France. On ne pourrait pas imaginer de payer moins cher le logement et un petit peu plus cher l'alimentation et l'énergie? C'est peut-être le prix de notre souveraineté et de la réussite de notre transition. Ah, j'ai une question ici, oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Antoine Peugeot, Melon de Cavaillon. On parle beaucoup du consommateur, de la consommation et du budget qu'on dédie à l'alimentation. Mais il y a aussi une problématique, vous l'avez évoqué au début, c'est de la transmission des exploitations, des futurs agriculteurs qui prendront le relais, mais aussi de la main-d'œuvre qui est souvent difficile à trouver localement, et la main-d'œuvre française. Qui aussi peut être une source de création de valeur et surtout de remobilisation et d'intérêt pour justement cette souveraineté alimentaire qui manque aujourd'hui. Donc il y a toute cette partie aussi de main-d'œuvre et de transmission qui est aujourd'hui assez peu prise en compte. Alors sur la transmission, vous avez raison, puisque vous savez que l'âge médian d'un agriculteur, c'est 52 ans. Dans 10 ans, on a 50% de la profession qui part à la retraite. La transmission n'est pas garantie. Alors j'ai un chiffre quand même qui me rend optimiste, c'est que les effectifs des élèves de lycée agricole ont augmenté pour la première fois dans le dernier recensement agricole. Donc on recommence à s'intéresser à l'agriculture et les effectifs des lycées agricoles augmentent. Mais plus généralement, au-delà de la question de la transmission, si on veut redonner de l'appétence pour ce métier, il faut qu'on procède dans notre société à un rééquilibrage entre les différentes catégories de métiers. Depuis 30 ans, nous avons un coup d'État des diplômés du supérieur qui font des métiers qu'on appelle des métiers de la tête. En réalité, c'est souvent faire des tableurs Excel et envoyer des mails.
Et donc, si vous voulez, vous avez une sorte de prise de pouvoir de ces métiers-là, consultants, ingénieurs, financiers, contrôle de gestion, etc. Et les métiers de la main, donc les métiers de l'agriculture, ou les métiers du cœur, les métiers du soin, par exemple les métiers hospitaliers, sont déconsidérés à la fois socialement et économiquement dans notre société. Il faut qu'on réfléchisse, ça résonne aussi avec ce pacte de la valeur, à rééquilibrer ces choses-là, et ça commence dès le plus jeune âge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des filières d'excellence dans l'agriculture, dans les lycées professionnels, dans les apprentissages techniques, dès le collège. Comment est-ce qu'on donne cette appétence et surtout comment est-ce qu'on montre que c'est aussi des filières d'excellence. Et ça, c'est un discours sociétal qu'il faut tenir parce que l'agriculture, je pense que c'est des savoir-faire tellement complexes que, à mon avis, on s'improvise pas agriculteur du jour au lendemain. Il faut apprendre les choses. Et l'éducation a un rôle absolument majeur à jouer, à mon avis, de ce point de vue-là. Il y a au moins deux secteurs qui vont manquer cruellement de main-d'œuvre l'été prochain, c'est l'agriculture et le tourisme. Le tourisme, je crois qu'on parle de 200 à 300 000. Saisonniers, oui. Sans parler de l'industrie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a des pénuries de soudeurs, on a des pénuries d'électromécaniciens. Donc on a énormément de métiers qui sont en tension et qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que notre structure d'éducation et de formation n'amène pas les élèves vers l'appétence pour l'agriculture, vers l'appétence pour l'industrie. Et ça, c'est tout un... Il faut changer la politique éducative, mais il faut changer aussi le regard que la société porte sur ces métiers-là, qui sont des métiers d'engagement et de passion. David, mon devoir est de tenir les horloges, et puis vous avez un trait à prendre. Peut-être un dernier mot de conclusion pour terminer sur une note un peu optimiste, ou en tout cas positive, pour nous projeter vers cet avenir. Bon, je sais qu'il y a plein d'inquiétudes. Quand vous parliez tout à l'heure, dans la précédente table ronde, il y avait pas mal d'inquiétudes qui étaient remontées à juste titre. Mais je pense qu'il faut être optimiste parce que l'agriculture française, elle a des forces extraordinaires. Et en France, on a souvent tendance à être dans l'autodénigrement, à zoomer sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a des zones de force absolument extraordinaires. On a un potentiel agricole extraordinaire, on a une très grande diversité, on a des savoir-faire, on a des scientifiques, on a des agriculteurs qui sont passionnés. Je veux dire, ce pays est une très grande puissance agricole, même si ça s'est érodé ces dernières années. Il manque juste la flamme, l'impulsion, l'élan, et j'espère que ça va venir dans les années qui viennent. David, un grand merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Je rappelle que ceux qui veulent prolonger la discussion avec vous peuvent retrouver votre livre « Le nouveau modèle français », édition Alary. Et alors, demain matin, vous êtes sur France Inter, à quelle heure ? 8h20. 8h20, et le sujet ? Agriculture, industrie, quel nouveau modèle Donc, Medfel ouvre à 9h30, vous avez largement le temps d'écouter David demain matin. Merci David, bon retour et à bientôt.